Nous passons maintenant à la dernière intervenante de la matinée, Shaima Ben Ajali, qui est commissaire d'exposition et qui a notamment été ingénieur d'études pour le colloque international État de l'art urbain Oxymore 3 en 2016, qui était co-organisé par le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université de Paris 10. Shaima est actuellement doctorante en histoire de l'art à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Elle travaille sous la direction de Thierry Dufresne, avec un sujet de thèse qui porte sur l'art urbain des années 1980 à nos jours, et sur la question de la reconnaissance d'une histoire plurielle des scènes urbaines, street art et graffiti à Paris, Tunis, Le Caire et Barcelone notamment. Sa présentation aujourd'hui est intitulée « Le graffiti, justement, une histoire plurielle », c'est la question. Bonjour. Tout d'abord, je remercie les deux organisatrices de me permettre de parler de mon travail et du sujet qui est l'art urbain / street art / graffiti. Vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi je dis slash, parce qu'il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Ma présentation sera l'image de l'état de mes recherches aujourd'hui. Vous allez comprendre petit à petit que j'essaye de mettre et de verbaliser les quelques notions et les quelques concepts que j'apprends au fur et à mesure des recherches de terrain. Et vous allez voir qu'après, je vais partir sur des interprétations basées sur des documents retrouvés par-ci par-là, ou des témoignages de personnes ayant appartiennent encore au monde du graffiti, considérant que mon travail d'aujourd'hui ne rentre pas encore en tout cas dans la discipline de l'histoire de l'art, mais plutôt de l'ethnologie. J'ai fait distribuer des glossaires pour vous faciliter un peu la tâche de la terminologie du graffiti, qui est, vous le remarquerez, très anglophone. Comme l'a dit, du coup je ne sais pas qui est qui, mais en tout cas comme vous l'avez dit, l'intitulé de mon projet de thèse, c'est l'art urbain des années 80 à nos jours, de la reconnaissance à une histoire plurielle des scènes urbaines, street art et graffiti à Paris, Tunis et Le Caire. Étudier un champ disciplinaire au moment où celui-ci se construit et prend forme nous confronte à différents obstacles. La difficulté majeure concerne le manque de recul historique. En effet, le graffiti a vu le jour au début des années 70 au Bronx, et depuis sa naissance, hormis quelques recherches et livres ayant pour sujet le graffiti, ce dernier constitue un pan de l'histoire de l'art et de la culture visuelle encore peu étudié. Ce manque de recul historique nous pousse à interroger le statut de cette forme d'art, mais aussi à interroger le prisme par lequel nous devons l'étudier. Histoire, sociologie, ethnologie, culture visuelle, politique. Comment alors, en l'absence d'études spécifiques, un art peut-il être assimilé et rentrer dans les radars de l'histoire ? Derrière le terme graffiti se cache une réalité esthétique et technique précise dont les débuts effectifs restent assez vagues. Il existe plusieurs versions officielles, entre guillemets, qui racontent l'histoire de la naissance du graffiti writing. Au cours de nos recherches, je dis nos recherches parce que mon directeur de thèse jusqu'à présent est très impliqué dans ces recherches-là. Je note c'est monsieur professeur Thierry Dufresne qui est spécialiste de Giacometti et de Dali. Nous sommes un peu loin quand même de la culture graffiti. Donc voilà, je disais, au cours de ces recherches, j'ai décidé de commencer par le début, tout à fait normal. Et on a remarqué que les prémices du graffiti existait déjà et existe en tout cas dans les discours de l'histoire de l'art. Graffiti remonte aux grottes de Lascaux, mais aussi à Pompéi, sachant que graffiti est le singulier de graffito, inscription. On retrouve aussi ce terme avec Brassailles dans son livre en 1936, Graffiti. Excusez-moi, j'ai l'impression, je vois... Pardon. Ok... Et c'est là où commence ma vraie recherche. Je vais arrêter de regarder le papier et commencer à vous parler d'un témoignage assez vivant. Alors vous me direz pourquoi graffiti, pas street art ou pas art urbain ? C'est une des premières questions qui s'est posée à moi.
quand j'ai essayé d'interviewer certains artistes encore vivants, parce que j'ai la chance de la première génération de graffeurs à Paris sont encore en vie, en moyenne 50 d'années, sont encore très actifs et font des murs, que ce soit en vandale ou pas. Pour eux, le terme art urbain est un terme consensuel. C'est un terme qui n'admet pas forcément la culture graffiti avec les tags qui sont considérés comme une sorte de usure, comme une sorte de saleté, entre guillemets, c'est un terme que je leur emprunte, urbaine. Le mot street art est un mot, encore une fois, j'emprunte leur terme, fourre-tout, dans lequel on peut mettre les affiches, par exemple, on peut mettre les pochoirs, on peut mettre les interventions conceptuelles comme des performances urbaines, on peut mettre l'art de rue, l'art du spectacle vivant, parce que ça reste, si on traduit le terme street art, c'est art de rue. Le terme graffiti, pour eux, reste quand même l'emblème de leur culture. Alors, le début du graffiti remonte à la naissance du tag. La différence entre le tag et le graffiti, c'est que le tag est une signature. Le graffiti en est aussi une, mais vous verrez plus tard la différence. Dans la première photo en haut, avec Taki 183, on a la trace du premier tag recensé, en tout cas, du premier tag recensé dans cette culture-là, dans ces études-là. Il est un jeune coursier au chômage à ce moment-là, à peine âgé de 18 ans, qui a décidé de laisser une trace de son passage dans toute la ville de New York. Taki 183, Taki, parce qu'il est d'origine grecque et donc c'est son nom, et 183 est le numéro de la rue qu'il habite. Pour essayer de comprendre ce phénomène, j'ai essayé de faire des recherches me basant sur des documents, des livres, des articles, et je me suis vite heurtée à l'absence de sources, en tout cas historiques et universitaires, qui me permettent d'aller dans l'analyse et dans ma recherche. Par contre, il existe tout de même, et heureusement pour moi et pour nous chercheurs dans ce domaine-là, quelques livres, comme par exemple le livre « Légende des tags » de Alain Vulpeau, sociologue français, qui dit que le tag est un système d'immatriculation parce qu'on a à la fois un nom et des chiffres. Par exemple, je vais être très démonstrative dans ma présentation pour essayer vraiment de vous expliquer un peu cette philosophie de la culture graffiti. Les taggers utilisent généralement des pseudos parce que justement, au même moment où ils décident de devenir visibles dans la sphère urbaine, ils décident aussi de rester anonymes. Visibilité ne veut pas dire forcément connaître la personne, mais on peut être visible sous l'identité qu'on choisit. 183 permet justement d'immatriculer la personne et de dire que Taki 183 forcément va habiter ou il y aura un lien avec ce chiffre-là et avec son identité. Il y a aussi, on peut trouver des noms avec des chiffres romains, par exemple, on va avoir Vanda 1 avec un chiffre romain pour dire qu'il était le premier à signer Vanda. On peut avoir Vanda 2, Vanda 3. Donc voilà, ce qui donne une hiérarchie en tout cas historique qui montre qui a été le premier à taguer à ce moment-là dans ce lieu. Alain Vulpeau va plus loin après dans sa définition, en tout cas dans son analyse du tag. Il dit, je cite, « Le but du tag est de se faire connaître là où on ne l'est pas connu et surtout d'être reconnu là-bas pour ceux qui nous connaissent. » Donc pour lui, dans son étude et dans son analyse sociologique du tag, la question n'est pas de se poser si c'est bien ou mal ou si c'est quelque chose qui questionne la propriété privée ou la propriété publique, mais c'est d'aller plus loin, plus en profondeur dans l'analyse. Qu'est-ce qui a fait que, en 69, un tag contemporain, entre guillemets, parce qu'il y a aussi les problèmes chronologiques, un tag comme celui de Taki est apparu? Existe-t-il un besoin social? Là, on est vraiment dans une transdisciplinarité très très riche, parce que pour essayer d'écrire et d'inscrire l'histoire du graffiti dans l'histoire de l'art, j'emprunte les travaux d'un sociologue.
Ensuite, il y a le volet, ou en tout cas la fenêtre que j'ai essayé d'ouvrir, celle de l'ethnologie et de l'anthropologie, avec l'anthropologue et l'ethnologue français Marc Auger, qui, dans son livre Les non-lieux, explique la naissance de certaines formes de culture visuelle contemporaine, notamment les tags. Il dit que les non-lieux, ce sont aussi bien les installations nécessaires à la circulation accélérée des personnes et des biens, voies rapides, échangeurs, aéroports, que les moyens de transport eux-mêmes. À New York, dans les années 70, existait une sorte de rébellion sociale où, je suppose qu'on le connaît un peu tous bien, dans le Bronx existait une sorte de guerre civile avec tous les problèmes d'assurance, les blocs et les immeubles brûlés, où le Bronx a été mis à l'écart de la grande métropole du centre, où il y avait des guerres de gangs, il y avait une grande communauté afro-américaine, mais aussi latine, qui décidait et choisissait de vraiment limiter leur territoire urbain, géographique, et de marquer leur existence. Et dans cette logique-là, dans cette philosophie-là, il y avait aussi la naissance de la culture hip-hop avec le DJing, la musique, la breakdance, le rap, mais aussi une des formes représentatives de la culture hip-hop, c'est le tag et le graffiti. À New York, le tag qui a été né à New York n'est pas celui, ne porte pas la même philosophie, en tout cas que le tag en France ou le tag dans le monde arabe, parce que mes recherches vont s'étendre sur le monde arabe, mais je suis un peu loin de cette scène-là, parce que justement, pour étudier Paris, il faut que je remonte aux origines new-yorkaises, où là, il y avait un besoin des graffeurs, en tout cas, de se faire connaître par la Old City, un terme que vous trouverez dans le glossaire. La Old City, c'est vraiment être connu par toute la ville. Et pour ce faire, ils décidaient de marquer leur nom, ou dandy, en l'occurrence leur pseudo, sur les rames de métro pour que leur identité voyage plus vite que partout et en un temps record. Et donc c'était une manière aussi, comme pour les dessins contemporains par exemple, c'était une manière aussi de dessiner, de trouver un nouveau support, de dessiner des lettres qui finalement représentent une pièce, ce qu'ils appellent eux une pièce, un graphe entière, et fait œuvre et du coup devient une œuvre d'art ambulante dans la ville. On revient à la question du tag, où là par exemple avec une photo emblématique dont on ignore malheureusement la source, le photographe, c'est une photo d'un jeune qui a été pris sous le fait avec un regard presque innocent, presque normal, où il tague là où il y a d'autres tags qui font appel d'air justement, qui donnent envie de taguer. Cette photo date des années de 1973. Après la naissance du tag, les graffeurs voulaient vraiment cultiver la rareté. Et dans cette volonté de cultiver la rareté, il fallait aussi ne pas se faire comprendre. L'idée étant de marquer un dessin que eux seuls ou les membres de leur crew, leur famille de taggeurs et de graffeurs puissent comprendre, et du coup continuer à se différencier, à se distinguer des autres clans, des autres familles de graffeurs. Donc là, par exemple, nous avons le Broadway Elegant, qui est un style de tag avec des lignes fins, légers, et qui dessine par là même le mouvement, la rapidité de l'exécution, et avec une insertion stylisée et très très légère d'un personnage, d'un visage. Nous avons ensuite le Philly Style. Je m'excuse de la qualité des photos, c'est des photographies qui datent quand même. Après, on a le Philly Style qui a été initié par le groupe le Wicked Philly, où là, on essaie un peu quand même de se distinguer et de rajouter plus de lignes à l'horizontale avec la couronne qu'on retrouve par exemple chez Basquiat quand il a commencé à taguer avec Samo, Same Old Shit, c'était un peu son tag avant de commencer à dessiner. Et le crône, c'était autodéclaratif finalement, mais pour dire que nous sommes les premiers à. Il y a aussi dans la culture des tags et des graphes, cette obsession de vouloir toujours être le premier à gagner un territoire, à le marquer et à inventer un style, une ligne ou un genre de graffiti.
Nous avons le Chulo Graffiti qui est initié par la communauté latino-américaine, où là nous sommes complètement loin de la ligne très dynamique et très stylisée des autres genres de tags. Nous sommes presque dans une invention d'alphabet pour ne se faire comprendre que de ses pairs, ou en tout cas de ce qu'ils estimaient être les membres de leur famille de taggeurs. Et pour finir, dans l'illustration de certains styles de tag, nous avons le Pichatsao, et c'est un genre de tag qui nous vient du Brésil. Et là, au-delà de la complexité de la lettre qui est complètement presque hiéroglyphique, parce que ce sont des symboles ce ne sont pas des lettres, ce sont des symboles qui se transmettent de manière orale et surtout pas écrites, en tout cas sur un manifeste ou un document, mais qui s'écrit que sur les murs ou sur les supports urbains. Donc au-delà de cette complexité, nous allons aller encore plus loin dans le choix de l'emplacement, où on va voir par exemple en haut sur les fenêtres, ça demande presque de la performance gymnastique, où il faut vraiment rentrer dans les interstices, dans des endroits presque finalement invisibles et où la lettre devient illisible, mais le but c'est de se faire comprendre que par son crew. Après le tag vient le graffiti writing, où là, une fois que toute la ville de New York et Philadelphie, un peu partout aux États-Unis, tous les murs ont commencé à être très remplis par les tags, il fallait vraiment se différencier et faire un vrai travail sur la lettre latine, sur l'écriture de la lettre latine. Et en plus du travail stylistique de la lettre, il fallait aussi choisir d'autres supports plus intéressants. Donc là, par exemple, on trouve un support, le camion, qui va aussi voyager comme les métros finalement. C'est un camion qui a été tagué, ou alors un mur de pierre, normalement, qui doit être respecté parce que ça rentre dans le patrimoine quand même. Là, on va vraiment excusez-moi du terme, dans la vandalisation de l'histoire, en tout cas urbaine, de la ville. Et en plus de ça, on remarque qu'il y a ce style-là, on l'appelle le flop ou le throw-up. C'est à partir des contraintes de l'exécution, en tout cas de la performativité, de l'inscription, du graffiti, que sont nés certains styles. Dont les lettres sont avec des angles ronds, permettaient aux graffeurs d'aller plus vite dans l'exécution et donc de graffer plus de graphes en un temps record, mais aussi d'échapper plus vite à la police. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de partir vraiment des contraintes de cette forme d'art pour comprendre l'évolution des styles, pour essayer en tout cas de donner une raison, une explication à cette évolution-là, étant donné que ces murs ou ces œuvres sont à 90%, n'existent plus. Les traces, on en parlera plus tard, des traces, des documents et de la mémoire du graffiti. Donc là, c'est une image juste pour vous montrer comment la ville, en tout cas de New York, et l'espace urbain de manière générale, est devenu une sorte de toile à ciel ouvert pour les graffeurs. Maintenant, je vais un peu vous inviter à m'accompagner à Paris, où là, l'histoire du graffiti est à la fois très très différente, mais à la fois on peut trouver des ressemblances. Les premières ressemblances sont la culture hip-hop, parce que c'est la première influence, et c'est grâce à la télévision, à la radio, à la musique, et à quelques voyages pour ceux qui pouvaient à l'époque voir les styles vestimentaires, pour voir le style de vie finalement qu'avaient les graffeurs à l'époque. Donc la scène parisienne essaye de reproduire en tout cas ce qu'ils aimaient, ce qu'ils ont aimé dans les rues de New York, dans les métros. Mais contrairement aux idées reçues, par exemple, le graffiti à Paris n'est pas du tout né dans la banlieue, il est né dans le 17e arrondissement et dans le 15e arrondissement et a été initié par Bando, qui est un graffeur fils d'un directeur à la banque Goldman Sachs. Donc c'était un fils de riche qui lui permettait d'acheter des bombes aérosols, de ne pas les voler comme se faisait justement à l'époque dans les États-Unis, et qui a essayé, mais en tout cas réussi pour la première période à imposer la philosophie américaine ou new-yorkaise du graffiti à Paris. Ensuite vient l'histoire des terrains vagues, et là je prends le terrain vague de Stalingrad qui est très très connu dans l'histoire du graffiti. C'est un terrain vague qui, dans cette photo, on le voit très bien, montrait que la culture graffiti était une histoire parallèle.
depuis que j'ai commencé à faire mes recherches, j'essaie de m'éloigner un peu des termes comme subculture, contre-culture, culture alternative, parce que malheureusement, ça nous empêche de voir les autres angles de vue, d'avoir en tout cas les autres portes qui nous permettent de comprendre cette culture. Quand on dit contre-culture, on éloigne complètement la culture graffiti des autres influences, des autres emprunts de l'histoire, de l'art, de la bande dessinée, des comics par exemple, de la musique hip-hop, de la musique punk, parce qu'il n'y a pas que des influences hip-hop, de dire que c'est une histoire parallèle que le conformisme social a décidé d'ignorer. Je pense qu'à ce stade-là de mes recherches, en tout cas j'assume en tout cas de dire ça. Peut-être que je vais changer d'avis dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et pour illustrer un peu ce que j'essaye d'avancer, la citation de François Chastanet, qui est architecte, designer et qui travaille sur la typographie et qui a écrit un livre sur le Pichaçao brésilien et qui dit que les taggeurs cherchent avec les moyens artisanaux une façon directe de participer à la course à la visibilité typique du monde actuel, débordant la notion de propriété publique et privée. Il ne s'agit pas d'une négation de la société, plutôt une participation parallèle et exacerbée. Donc, au cours de mes recherches, plusieurs difficultés vraiment se sont présentées à moi. Par quoi commencer? Par quelle scène commencer? Sur quel document étudier? Où se trouvent les documents? Quelle est la nature des documents? Quel graffeur ou quel tagueur croire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a autant d'histoires que de graffeurs. Chaque graffeur va raconter son histoire selon le métro qu'il a emprunté, selon le quartier dans lequel il a grandi, selon le crew qu'il a accepté et selon les influences qu'il a eues. Ensuite, si je décide de ne pas m'appuyer sur les témoignages vivants et les mémoires vivantes du mouvement, est-ce que je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle dans la culture graffiti les black books? Les black books, c'est une sorte de carnet dans lesquels il y a des dessins préparatoires qui permettent au graffeur de préparer son dessin avant de l'exécuter et donc de travailler son style en amont pour gagner en temps d'exécution et encore une fois échapper à la police et en tout cas se mettre moins dans le risque. Et dans ces black books-là constituent une mine d'or pour les chercheurs parce que ça nous permet à la fois de savoir qui a côtoyé qui, quand, qui a voyagé dans quelle ville pour faire quel mur avec qui, et surtout, quelle est l'évolution stylistique du graphe, parce qu'on peut avoir des black books qui recensent des dessins de 4 ou 5 ans à la file et qui nous permettent de voir pourquoi il a changé de style, en quoi quelles ont été ses empreintes, ses influences, comment il est passé du simple tag à un graphe lisible à un autre genre de graffiti qu'on appelle le graffuturisme. C'est le post-graffiti, c'est le graffiti abstrait. Et c'est là où commencent les problèmes. Parce que, dans le cadre du colloque qu'on a organisé avec le ministère de la Culture, on a créé une sorte de table ronde qui s'appelle « Droit à la rue, droit de la rue ». Dans cette table ronde, nous avons invité 2 avocats à la cour, Maître Jésus et Maître Moyne. Ces 2 avocats ont pris à leur charge une dizaine, si ce n'est une vingtaine de graffeurs depuis des années qui décident de défendre contre justement la justice qui, par exemple, à New York, depuis les années 70, a décidé d'avoir une politique zéro tolérance contre le graffiti avec la campagne de Ed Koch, le maire de New York de l'époque, et la MTA qui dit avoir dépensé, ce qui nous permet de comprendre l'évolution justement du graffiti, avoir dépensé en 1971 $300 000 en dépenses de frais de nettoyage et en 1974 $2 millions. Donc ça nous permet en tout cas de mesurer ou de quantifier l'évolution du graffiti, donc des graphes et leur quantité dans la ville et dans les métros, enfin dans la ville de manière générale.
À Paris, c'est à peu près la même chose parce qu'en 1990, la brigade anti-tag a été créée. C'est une filière de la RATP, donc ça a créé des nouveaux postes, ce qui n'est pas mal. Mais aussi, ça a permis, et j'emprunte un peu la citation de Asile, qui est un tagueur qui a été attaqué par la RATP il y a 8 ans et qui a demandé une contre-enquête qui a duré 7 ans pour prouver que la RATP voulait juste en fait l'arnaquer et qui a mis dans les devis et les factures des trombones, des stylos qu'il n'a même pas utilisés. Il dit que grâce à nous, tagueurs, maintenant vous avez des métros plus propres que vous n'en reverrez jamais. Donc là, je vous montre par exemple quelques dates phares, comme en 1992, les amendes, 22 000 francs d'amende pour Mystique, qui est une pochoiriste française qui a commencé dans les années 70. On a aussi le plus grand procès, en tout cas qu'a connu la France contre les taggeurs, c'est le procès de Versailles, avec une 50aine de graffeurs qui ont été condamnés, avec des peines lourdes quand même au début, mais qui ont été heureusement allégées au fur et à mesure. Et il y a eu une grâce présidentielle en 2015, je pense, on n'est pas cité ici. Donc il y a eu des peines très très lourdes, notamment même une graffeuse qui s'appelle Fancy SDK qui a été privée de sa fille, qui a été récupérée par la DAS par exemple. Donc il y a eu une sorte, en tout cas tout le monde le dit aujourd'hui après coup, qu'il y a eu une sorte de démesure en tout cas dans la pénalisation de cet art finalement. À ce stade de mes recherches, comme je vous l'avais dit, je me pose réellement des questions. Si on part du principe que les œuvres ont disparu, que les black books sont en majorité sous-scellés dans la main de la justice, que les photos dans les années 70 et les années 80 étaient rares, qu'il n'y avait pas Internet, pas de smartphone, et donc avoir une photographie de son mur était quelque chose d'extraordinaire pour un graffeur. Il n'existait pas forcément de magazines, mais il existait des fanzines, comme par exemple Radical, Premium Magazine, des fanzines qui ont été auto-édités et auto-créés, auto-gérés par les graffeurs. Donc est-ce que c'est vraiment finalement une source scientifique sûre? Parce que quand on décide avec son crew de créer un magazine et rendre compte de ce qu'on a pu faire dans la ville, est-ce que c'est complètement objectif? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce qu'on invite que des amis à apparaître sur les fanzines? Donc c'est des questions qui sont encore en train de se poser. Encore faut-il trouver ces fanzines-là. Donc il faut vraiment avoir un bon relationnel avec les graffeurs et gagner leur confiance. Donc si on part de toutes ces problématiques-là, par où commencent nos recherches? Est-ce que c'était aussi un des choix pour lesquels, parce que j'ai commencé à taper un peu et après j'ai un peu écrit, après je me suis dit bon, je vais rester quand même fidèle à ce que je suis en train de faire et vous montrer un peu la problématique, parce qu'au-delà des préjugés de l'histoire de l'art, les préjugés de l'institution, existent les préjugés de la justice. Cette justice-là qui prive les chercheurs, mais aussi les artistes de leur œuvre. Le directeur de thèse, Thierry Dufresne, a écrit il y a 2 ans une lettre à Justine Taubira, qui était ministre de la Justice à l'époque, pour lui demander de rendre les black books qui ont été perquisitionnés lors du procès de Versailles aux graffeurs, et finalement, ils ont été jugés, il y en a qui ont été graciés. Est-ce que vous pouvez rendre les œuvres, parce qu'ils ont un statut d'œuvre finalement, ces black books, aux artistes, ou alors les donner à la BDIC, par exemple, la Bibliothèque d'information de Nanterre? Il n'y a pas eu de réponse parce qu'elle n'était plus à ce moment-là ministre de la Justice, il y a eu un remaniement. Et donc, si les œuvres ont disparu, comment est-ce que je peux me baser pour mes recherches historiques? Permettez-moi de vous lire un petit extrait d'une pièce de théâtre écrite par Thierry Dufresne dans le cadre du colloque, dont une partie a été tirée du procès verbal du brigadier de la brigade anti-tag pour décrire ce qu'ils ont perquisitionné. Remarquant immédiatement que le style utilisé par l'auteur de ces graffitis est unique dans le domaine du graffiti vandale. En effet, plusieurs points sont particulièrement reconnaissables. Le tracé de chacune des lettres composant le graffiti est imprécis et donne l'impression de lettres tremblantes. Constituées de dizaines de petits traits, les lettres sont ainsi décalées. Les couleurs sont également uniques. L'utilisation de 2 ou 3 couleurs différentes à l'intérieur des lettres est assez régulière. La présence de dessins représentant des têtes de mort ou d'un univers macabre est très utilisée.
Le fond du graffiti ne représente jamais des contours réguliers, mais donne l'impression de présence de flammes. Le tagger Cockney crée donc des graffitis dans un style déstructuré. De plus, nous notons qu'à plusieurs reprises, une dédicace est faite à une fille se prénommant Chloé. Donc nous avons remarqué que le brigadier se transforme en historien de l'art et nous livre son analyse, une dénotation et une connotation de l'œuvre à laquelle on n'a plus accès, parce qu'elle a disparu, elle a été nettoyée. Les traces de cette œuvre, notamment les black books ou les photos, sont sous-scellées, comme on peut par exemple le voir dans la photo, où là nous avons les photos pour le procès verbal. Donc les photos n'existent plus que sous cette forme-là, ou sinon sous-scellées, donc on n'a plus accès à l'information, on n'a plus accès à l'œuvre, on a accès aux procès-verbaux qui finalement, peut-être, je finirai par les considérer comme les documents officiels, mais ça ne reste qu'un regard d'un brigadier. Finalement, j'aime beaucoup cette analyse parce qu'elle reste complètement objective. Il retranscrit ce qu'il voit, il n'y a pas de jugement, et on sent vraiment une réelle connaissance du graffiti parce qu'il sait qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Finalement, c'est peut-être eux les historiens du graffiti. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce que je considère comme œuvre, ce que nous considérons historien de l'art qui s'intéresse au graffiti comme œuvre, se transforme une fois dans les mains de la police en pièce à conviction. Donc le statut de l'œuvre se change complètement. Comment l'histoire de l'art, ou ce que j'ai pu apprendre en tout cas de l'histoire de l'art dans sa méthode, ses outils, peut me permettre dans ce cas de figure d'avancer dans mes recherches. Comment je dois désapprendre finalement à tout ce que j'ai pu apprendre en termes de chronologie, en termes de linéarité, qui a fait quoi avant, pour attaquer ce champ qui est le graffiti, qui est finalement très international parce que les graffeurs voyagent beaucoup, font des murs un peu partout dans le monde. Ils ne parlent pas qu'une seule langue, ils ne parlent pas qu'un seul style. Et là, je ne suis qu'au stade du graffiti, bien sûr. Je n'ai pas encore parlé de street art, je n'ai pas encore parlé d'art urbain de manière générale, parce qu'il y a une réelle différence entre ces trois composantes-là de l'art urbain. Je vous présente là un diagramme d'un historien de l'art qui est un historien de l'art américain et qui est passionné de graffiti, qui s'appelle Daniel Ferral, qui présente ce diagramme lors d'une exposition à Londres en 2013 qui s'appelle Futurisme 2.0, où il décide, ou en tout cas il essaie d'expliquer selon lui l'histoire du graffiti et du street art. Et on remarque que même lui fait la différence entre les deux. J'ai fait un petit zoom juste sur la zone qui m'intéresse, même si tout est lié parce que tout est présenté comme une sorte de rhizome. Pour expliquer que finalement, à force de trop considérer le graffiti comme du simple vandalisme, quelque chose de dangereux pour la société, pour la culture visuelle de la société contemporaine, on risque réellement de passer à côté des vraies raisons qui ont donné naissance à cet art. En l'occurrence, les influences telles que par exemple Mata Clark en 78 avec son architecture et tous ces espaces déstructurés qui finalement sont une forme de vandalisme à l'architecture, mais qui, parce qu'il est institutionnalisé, passe mieux. On peut aussi passer à côté des affichistes, par exemple, de mai 68, tous les slogans politiques parisiens avec Daniel Buren, avec les ateliers sauvages des Beaux-Arts, avec Ernest Pignon-Ernest, Jacques Filéglé, l'invention de son écriture. On risque d'éloigner, à force de le considérer comme une contre-culture, comme une culture vraiment souterraine, qui veut s'ignorer, qui décide de se marginaliser par rapport à la société, on risque de passer à côté d'une réelle connexion, comme l'explique très bien Craig Marcus dans son livre Lipstick Forever, une histoire... Attendez, je l'ai noté ici, pardon. Craig Marcus Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle où il essaie de comprendre et d'expliquer l'histoire des punks, des Sex Pistols, et à aucun moment il n'a parlé de leur histoire. Il n'a fait que parler de tout ce qui a fait autour, aux États-Unis, en Occident, dans le monde arabe, tout ce qui a donné lieu et a fait connexion pour que les Sex Pistols existent et pour que le punk existe. Je pense que l'histoire du graffiti risque de s'inscrire dans cette même philosophie que celle de Craig Marcus, c'est donner
ne pas rentrer en tout cas dans les problèmes posés par les graffitis, mais d'aller plus dans tout ce qui est alentour, comme les comics, la culture de masse, la publicité, Andy Warhol, qui par exemple, Dandy, qu'on a vu ici, il a reproduit son nom un peu partout sur la ligne 2 et 4 du métro new-yorkais, mais il a aussi reproduit les boîtes Campbell de Andy Warhol. Donc il y a aussi des influences et une manière de vouloir exister, de montrer qu'on est là, qu'on veut démocratiser notre art à notre façon, qu'on l'impose comme l'impose la pub finalement. Est-ce qu'on donne notre accord quand il y a des affiches dans le métro? Donc il y a aussi un discours en tout cas à écouter, un discours à essayer d'analyser, il y a un discours à intégrer dans l'éventail très grand finalement de l'histoire de l'art, mais aussi de la culture visuelle. Et pour finir, j'essaye, la vidéo elle est là? Ok. Il y a du son? D'accord. Avant de vous mettre la vidéo, c'est un projet qui a été initié en 2010 par le duo de graffeurs Lec et Sowat, qui ont été l'année dernière les pensionnaires de la Villa Médicis. C'est les premiers graffeurs à intégrer l'Académie de France à Rome. Ce projet, pour moi, cristallise un peu toute la philosophie du street art et du graffiti. Voilà, lapsus. C'est-à-dire qu'on est là dans un espace qui a été trouvé à tout hasard. C'est un ancien supermarché qui a été oublié, en attente, en transition en tout cas de travaux. Donc c'est un supermarché qui était trouvé par hasard, ce qu'on appelle l'urbex, c'est l'exploration urbaine quand les graffeurs vont un peu partout pour trouver des spots et ne pas le communiquer justement à leurs amis pour faire le meilleur graphe dans le meilleur endroit. Ils l'ont trouvé et pendant une année, ils ont travaillé dans le total secret et ils nous ont livré ce beau projet qui s'appelle Mausolée, dans lequel on va remarquer la dextérité esthétique, plastique du graffiti en dehors de toute question ou de dichotomie bien-mal, vandale, permis, privé, public.
Et juste pour finir, la phrase d'un graffeur de la première génération qui me semble assez bien finalement, et qu'il a livré à Magda Danish dans son livre L'anthologie du street art. L'artiste s'appelle Az, qui dit « Il n'y a pas une histoire du graffiti, cela dépend du quartier dans lequel vous êtes, cela dépend de la famille à laquelle vous avez appartenu. Le mieux que vous puissiez jamais avoir, c'est une histoire personnelle avec le graffiti. » Voilà, merci.